Donc vous allez sur le terrain directement et vous allez nous faire votre retour sur les risques et les apports des cobots. Ça va être peut-être la différence. Je vais sur le terrain et du coup, des robots collaboratifs, j'en vois pas beaucoup. Ah. Je vais aussi apporter une Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est ça? Parce que pour l'instant, les applications, c'est en train de se mettre en place. Voilà. Ça démarre assez modestement, mais jusqu'à ce matin, je n'avais jamais croisé M. Sylvain Coulon. Je risque de répéter certaines choses. Voilà. Mais du coup, tout est dit, donc c'est parfait. Les choses importantes, il faut les répéter. C'est parfait pour moi. Donc juste un mot pour dire, je travaille à CARSAT Rhône-Alpes, donc Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, qu'on parle des CARSAT, qu'on parle de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, qu'on parle des caisses générales de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer. Dans tous ces organismes-là, on a des services prévention des risques professionnels qui ont obligation de travailler sur 3 axes principaux, qui sont la prévention des troubles musculo-squelettiques, c'est quand même 88% des maladies professionnelles reconnues, les CMR, donc cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. En gros, 10% des salariés se disent exposés à un cancérogène, mutagène ou reprotoxique. Et les chutes, soit de hauteur, soit de plein pied, représentent en gros un quart des accidents du travail. Voilà. Donc vous voyez, dans l'énumération que je viens de faire, je n'ai pas du tout parlé ni de robots ni de machines. Il y a une typologie d'accidents qui se déplace un petit peu avec l'explosion de l'activité de service. Mais malgré tout, on recense encore plus de 55 000 accidents et a entraîné au moins 4 jours d'arrêt de travail. Donc ce n'est pas un sujet non plus qui a complètement disparu de nos préoccupations. Je vais reprendre une phrase qu'avait prononcée une fois Agnès Aublé-Cuvelier de l'INRS et qui disait « il y a une industrialisation des services et parallèlement il y a une servicialisation de l'industrie ». Et je trouvais cette phrase, enfin en tout cas elle m'interpelle, hein. On dit que le marché de demain il tient dans la main, voilà, et que les entreprises, exactement ce que disait Sylvain Coulon, sont en attente de flexibilité, d'agilité, d'adaptabilité, et on a le sentiment que le robot peut être cette promesse-là. Voilà. J'ai pas encore vraiment la réponse, mais j'ai pris une photo qui date un petit peu, mais c'est une situation sur laquelle j'avais travaillé. Elle a été publiée dans Travail et Sécurité, donc c'était plus facile pour moi de récupérer cette image. D'opératrices qui mettent des produits alimentaires dans des alvéoles, hein, dans des boîtes. Et effectivement, elles vont dévraquer. Alors, si c'est une difficulté pour un robot, elles vont faire ça assez naturellement, mais par contre, elles vont nous expliquer que, selon leur recette, le produit ne va pas se comporter de la même façon, selon la température à laquelle il arrive. S'il est chaud, il est cassant. S'il est froid, il est beaucoup plus difficile à conditionner. En fonction du collectif qu'il y a, c'est-à-dire est-ce que la personne qui travaille avec elle est expérimentée ou pas, on va sans arrêt observer un geste totalement différent, entre le matin et le soir. Donc voilà, il y a une dimension, je dirais, instrumentale. Hein. Le produit arrive dans les caisses, on les met dans des alvéoles, voilà, ça c'est la partie instrumentale de l'activité. Il y a une dimension un peu plus opérationnelle. Je regarde un petit peu avec qui je travaille, j'aide ma voisine si par exemple elle prend un petit peu de retard. Je vais travailler mes produits différemment selon leur nature. Hein. Par exemple, je vais en prendre 2 dans chaque main, les mettre dans 4 et puis vider les 4 dans l'alvéole. Si le produit se comporte bien, s'il se comporte différemment, je vais en prendre 2 dans chaque main parce qu'il va être plus fragile et les déposer plus délicatement. Voilà, je vais m'adapter un petit peu à ça. Et puis il y a une 3e dimension qui est la dimension existentielle, c'est-à-dire que là, elle vous explique que si les produits sont froids, ils sont beaucoup plus durs à travailler, beaucoup plus difficiles à conditionner. Et quand j'arrive dans alors là, on est en salle blanche hein, sur cette photo-là. C'est le même niveau de sécurité comme bloc opératoire. On rentre de la même façon. Donc, et elles vont vous expliquer que si jamais il y a eu un problème le matin, par exemple, j'arrive dans l'équipe de l'après-midi, je vois des caisses stockées partout. Donc je sais que, je ne partirai pas tant que les caisses ne sont pas faites, parce qu'on est dans l'agroalimentaire, il faut quand même livrer les clients. Et puis 2, je vais avoir des produits froids qui seront beaucoup plus difficiles à conditionner. Voilà. Et cette dimension-là, c'est un petit peu la dimension existentielle qui me dit qu'il y a quand même une différence entre ce que j'appellerais le mouvement, que peut proposer une machine, et le geste. Voilà. Moi, je suis ergonome, j'ai l'habitude de dire, j'observe un mouvement, mais je me dois de comprendre un geste. Si on va aller sur un point plus philosophique, c'était Bergson qui disait le mouvement répond à une caractérisation spatio-temporelle, le geste, c'est une volonté, une intuition. Donc, je trouve que là, effectivement, on touche à quelque chose où on va retrouver des affects, on va retrouver de l'empathie, on va retrouver des éléments qui ne seront pas forcément le point fort des machines, en général. Voilà. Alors le robot, il est capable de générer un certain nombre d'actions, on peut même entrer un certain nombre de choses en mémoire, il peut même aller sur l'apprentissage. La perception, on n'a quand même pas les mêmes habiletés sensorimotrices que peut avoir une opératrice. Et le raisonnement, on va voir un petit peu ce qu'on peut attendre. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être proposées par l'intelligence artificielle, mais
il n'y a pas les affects. Voilà. Et ce que je dirais, ce qu'on retrouve plus du côté des opérateurs et des opératrices, c'est d'abord la notion d'attention. Et plus on est expérimenté, et plus l'attention va prendre moins d'infos possibles. Et puis la notion d'émotion et d'empathie. Voilà. Pour moi, c'est un premier point de vigilance quand on intègre un robot ou un cobo, c'est que des initiatives, il n'en prendra pas. Voilà. Chose que fera très spontanément et très naturellement un opérateur. Je le dis d'autant mieux que quand on tape sur un moteur de recherche, dessine-moi une chaîne de production, on retrouve des robots. Alors je devrais même dire des cobots, parce que là, pour le coup, ils sont à l'air libre. Et ils prennent... soit ils sont entièrement autonomes, soit les opérateurs sont à côté, relativement statiques, relativement passifs, en train de lire un papier, en train de surveiller, de superviser la chose. Et on a vraiment le sentiment que le robot a pris la corvée. Alors en plus, c'est même l'étymologie de robota, hein, en tchèque, hein, ça veut dire corvée. Mais si je fais le parallèle avec les acceptions en grec ancien, où on trouve deux acceptions du mot travail, hein, qui sont l'ergone, le travail au sens de l'œuvre, et le ponos, le travail au sens de la peine, au sens du labeur. Et on a le sentiment que le robot, il a pris le labeur à sa charge très naturellement et qu'il ne reste plus que l'ergone aux opérateurs. Bon, ce qu'on vient de voir juste précédemment, je ne suis pas sûr que ce soit aussi dichotomique que ça. Voilà. Les robots, on les connaît depuis longtemps. Alors, j'ai découvert qu'on avait le même âge. Le premier robot industriel a été mis en place en 61. On le représente souvent derrière une cage, hein, c'était dit ce matin. Pourquoi? C'est quasiment le symbole de la virilité, hein, c'est-à-dire insensible à la fatigue, insensible à la douleur, la sienne et celle des autres, donc pas d'empathie, et puis de la force. Voilà. Donc on répond, c'est presque la définition de la virilité. Les robots, ils étaient déjà présents dans les grandes entreprises, dans les entreprises de taille intermédiaire, un peu moins présents dans les TPE. Ça a été dit aussi ce matin, donc il y a déjà les attendus, ce qu'on peut attendre ou pas d'un robot, culturellement parlant, c'est déjà ancré dans les grandes entreprises, un petit peu moins dans les TPE. La particularité du cobo, c'est que lui, il se déploie assez uniformément, hein, TPE, PME et grandes entreprises. Grande entreprise, récemment, on me disait c'est chouette parce que du coup, on pourra mettre les cobots là où on ne pouvait plus mettre des robots. Par contre, dans les grandes entreprises, on a déjà des connaissances en conception. Et la semaine dernière, une personne me disait, moi, quand on intègre un cobo chez nous, je dis déjà à ma direction, attention, ce sera plus long que ce que vous avez imaginé et ce sera plus cher que ce que vous avez pensé. Et je trouve que pour un intégrateur, avoir cet appui-là, c'est quand même un peu plus confortable. On ne retrouve pas forcément cet appui dans les TPE, et c'est quand même des échanges que j'ai eus avec certains intégrateurs, hein, parce que, vraiment... c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Un cobo, c'est pas cher et ça risque rien. Voilà, c'est ce qui, commercialement, c'est la première chose qu'on a en tête. Et du coup, l'application sûre pour un intégrateur, elle est un petit peu plus difficile à négocier en TPE que dans les grandes entreprises. En tout cas, c'est un petit peu les échanges que j'ai pu avoir ces derniers temps. Alors, on va prendre un cobo. Jusque-là, il ne m'inquiète pas plus que ça. Il n'est pas plus dangereux qu'un pied de lampe. Hein. Les lois d'Asimov sont respectées, hein, les 3 grandes lois. On va le brancher, effectivement, il est conçu pour évoluer à côté d'une personne, donc il ne me gêne pas non plus que ça à ce niveau-là. En principe, on n'achète pas un robot pour le regarder, donc on va lui faire par exemple du ponçage. Donc ça veut dire qu'on va venir brancher une ponceuse, qu'on va venir poncer des produits. Alors, si j'étais provocateur, je dirais le robot qui ponce une planche ou qui ponce un visage, pour lui, il n'y aura pas plus d'émotion que ça. Donc, au niveau de l'analyse, il va falloir déjà... Alors, je caricature volontairement, on est d'accord, hein, mais au niveau de l'analyse, il va falloir que je prenne ça en compte. Voilà. Qu'est-ce qui me garantit que je vais poncer du bois et pas forcément des visages? Je vais générer des poussières de bois aussi. Donc, comment je traite ça? Je peux aussi lui faire du vernissage. Donc là, c'est pas un câble électrique, mais je vais peut-être pousser des produits. Voilà. Mais dans tous les cas, ça peut être intéressant pour travailler sur les trous musculo-squelettiques. Pour autant... La question du CMR se pose quand même, parce que poussière de bois, c'est quand même la 3e cause de cancer professionnel. Là, je peux avoir aussi un risque incendie avec les aérosols que je génère. Et puis, ça paraît une boutade, mais dans tous les rapports de vérification que je vois, il y a souvent ce risque de trébucher sur tout ce qui est câble d'alimentation, etc., etc. Ça fait sourire, c'est à peu près entre 2 et 3 morts. Les chutes de plein pied, c'est entre 2 et 3 morts par an, chaque année. Donc voilà, même si ça paraît anecdotique, c'est intéressant de le prendre en compte. Et puis une dernière question, c'est qu'on voit un petit peu tous ces câbles qui accompagnent le mouvement du robot.
Et on disait, depuis ce matin, on dit, le robot, de toute façon, au niveau énergie, au niveau vitesse, etc., il est conçu pour pas être dangereux, sauf que là, il va falloir venir s'opposer à la pliure de tous ces câbles et de toutes ces énergies. Et donc, du coup, là aussi, je vais devoir refaire une analyse pour voir un petit peu si je suis toujours aussi inoffensif que ça ou pas. Voilà, là, il y a une petite photo d'un robot de ponçage où on voit qu'effectivement, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il est vraiment harnaché et il doit vraiment lutter contre tous ces apports de fluide, etc. Voilà, juste au passage, pour rappeler que concevoir, conciper, ça veut dire prendre entièrement. Et du coup, alors on parle souvent, est-ce que vous financez les robots? Non, on va peut-être financer une application robotisée, ce qui n'est pas du tout la même chose, une fois qu'on sait à quoi ça sert. Voilà. On va passer sur cette image-là. Je vous invite à regarder celle de droite, parce que du coup, c'est ce que je vois un petit peu sur le terrain. Donc, ce sont des intégrations internes. Là, c'est directement un chef d'entreprise qui achète ces robots, qui les intègre lui-même. Alors, pourquoi pas, sauf que quand il rajoute l'effecteur, c'est-à-dire ce qui va vraiment apporter la valeur ajoutée du robot, là, on le distingue peut-être assez mal, mais on a une petite tôle fine, des angles vifs, et un effecteur qui se balade à hauteur des yeux des opérateurs. Moi, je suis toujours un petit peu gêné quand on me dit, mais ils ont qu'à mettre un casque, des lunettes. On parle d'industrie 4.0. Si on commence à travailler avec des casques et des lunettes sur des choses qu'on peut maîtriser, il me semble, différemment, ça me paraît préférable. Voilà. Autre cas, c'était le premier Kobo que j'ai vu, ça, où le responsable de prod me dit, de toute façon, dès qu'on le touche, il s'arrête. Et l'opératrice lui dit, je vous déconseille de faire ça parce que vous allez reculer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a fait venir la personne de la maintenance, il nous a dit, oui, on a fait l'application, donc l'intégrateur a fait son boulot, sauf que nous, les cartons, c'est toujours les mêmes. Les caractéristiques dimensionnelles des cartons, elles varient, et quand ça force, le robot, il s'arrête. Moi, je ne peux pas me permettre de venir toutes les 30 secondes, venir réarmer le robot. Donc, on a mis tous les paramètres à fond. Toujours pareil, absence d'empathie, sur quoi il appuie, j'en sais rien. Une opératrice, si elle fait mal à quelqu'un, elle va dire, la prochaine fois, je ferai plus attention, ce n'est pas le cas du robot. Donc voilà, ça fait partie des questions. Cette entreprise-là retravaille son projet, retravaille un petit peu ses applications. Un dernier exemple en image, là on est sur un Kobo où l'intégrateur souhaitait améliorer un petit peu le niveau de protection du robot. Il y a un désaccord, entre guillemets, de l'entreprise. Donc on retravaille, ça se fait, on retravaille sur les trajectoires, les vitesses, la forme, etc. etc. Tout se passe bien, l'intégration est réussie. L'utilisateur s'approprie la programmation, améliore ses produits, et puis il se dit, tiens, là, on a un petit problème, on a un petit aléa là, dans la machine, donc il suffirait d'ajouter un petit index qui vient d'enlever le copeau, machin, et qui, du coup, risque de générer des problèmes. Et on se retrouve avec ça, c'est-à-dire une tige qui fait 2 mm de diamètre sur 20 cm de long, et avec un robot qui... Alors même si on me dit qu'il n'évolue pas à hauteur des yeux, de toute façon, les accidents de travail, ça fait 40 ans que je les analyse, c'est toujours sur des phases dégradées. C'est-à-dire, on vient voir ce qui se passe. Voilà. Moi, ça me questionne. Voilà, c'est comment on prend en compte un petit peu l'estimation et la réduction des risques dans ce type de démarche. Je terminerai sur les TMS parce que c'est séduisant. Je disais 88% des maladies professionnelles reconnues, mais c'est membre supérieur, c'est 90% de ces 88%. Donc, épaules, coudes, poignets, ça rappelle des choses quand on parle de robots. Du coup, ça semble très logique de dire on va mettre des robots pour remplacer un petit peu les personnes et supprimer les TMS. La démarche de prévention des TMS, je vous laisserai la découvrir sur le site Amélie. Vous tapez TMS Pro et vous allez retrouver un petit peu la démarche, mais on est bien sur une conduite de projet de prévention des TMS avec... La première étape, c'est créer un groupe ressources, mobiliser des personnes, outiller le regard de ces personnes pour qu'elles puissent s'inscrire dans une démarche. Ça reprend ce que disait Sylvain tout à l'heure, c'est travailler avec les personnes, être dans la co-construction. Et puis, dans cette étape-là aussi, on va se mettre d'accord sur quelle situation je vais analyser en premier, parce que sur la partie TMS, on va faire des analyses de situation de travail. Et si je rentre par les TMS, je vais rentrer directement par la pénibilité. Alors je ne dis pas que ce n'est pas le cas quand on fait des robots, mais ce n'est pas la seule porte d'entrée. On peut aussi rentrer par la faisabilité. Et là, je suis moins sûr d'aller sur des postes à risque TMS. Une fois qu'on s'est mis d'accord pour savoir quel poste on allait analyser, là, on va aller analyser les situations de travail, identifier des axes de transformation, travailler ces axes de transformation et voir un petit peu quelles sont les solutions qu'on peut mettre en face, et peut-être que là apparaîtra le robot. Donc vous voyez que le robot, finalement, il arrive assez tard dans la démarche de prévention des TMS. Et quand je parlais analyse des situations de travail, on va regarder un petit peu tout ce qui est facteur de risque lié au TMS. Alors il y a tout ce qui est engagement biomécanique, et on va parler sur le membre supérieur, amplitude, appui, fréquence, effort. Ce qui veut dire que si j'utilise un robot et que je veux admettre le contact, je vais me poser des questions à chaque fois. Au niveau amplitude, ça veut dire qu'il va falloir
que je regarde un petit peu quelles sont mes vitesses. Appui, bon, on est sur un cas particulier parce que c'est surtout ce qu'on appelle l'hygroma du genou. Hein. La première maladie professionnelle, c'est les maladies des carreleurs. Donc là, je pense que le robot, c'est pas forcément là qu'on va en parler le plus. Par contre, la fréquence, ça va tout de suite faire le lien avec la rapidité et donc la vitesse. Et donc, je vais me reposer la question. L'effort, ça paraît même évident d'être obligé à chaque fois de me poser cette question-là. Donc, vous voyez que le robot, pourquoi pas. Le robot collaboratif, point d'interrogation. Et puis, il y a cette composante-là, le stress. C'est-à-dire, si je mets un robot dans un collectif de travail et que je continue à avoir la variabilité que j'ai essayé de décrire au début, les aléas de production, etc., qu'est-ce que je vais rigidifier en mettant mon robot ? Et qu'est-ce qui va rester sur le reste du collectif? Qu'est-ce qui va peser sur le reste du collectif? Et là, la réponse de stress, je veux dire, ça c'est documenté depuis des années et des années. Ça se passait au niveau des surrénales et on va venir affecter la nutrition des tendons, etc., On ne va pas disserter sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, mais on sait qu'il y a un lien, une corrélation validée entre les TMS et cette réponse de stress. Stress, ça ne veut pas dire mettre des chaises longues dans les ateliers, hein, je préfère le préciser d'abord, mais c'est juste tout ce qui peut être déjà traiter tout ce qui peut être aléa de fonctionnement. Voilà. Et toute cette dimension existentielle que j'ai essayé un petit peu de poser très tôt tout à l'heure. Et ensuite, dans les facteurs de risque identifiés, le froid et les vibrations. Donc là, ça me paraît évident que le robot peut être une réponse aussi. Et puis sur les facteurs individuels, parmi les facteurs individuels, il y a l'âge. Hein. Par exemple, une épaule, on sait que c'est à partir de 50 ans qu'on va commencer à voir apparaître les douleurs. Alors, peut-être qu'on l'aura sursollicité dans les années précédentes et que la pathologie va apparaître, mais du coup, ça fait le lien avec faisabilité ou pénibilité. Moi, j'ai vu des cas où, effectivement, démographiquement parlant, on voyait que les personnes les plus expérimentées, je vais dire comme ça, étaient pas forcément sur les postes où on avait besoin du plus d'expérience. Par contre, c'était des postes sur lesquels soit on pouvait s'asseoir, soit on pouvait mettre des gens qui avaient des restrictions d'aptitude. Et pour moi, c'est un point de vigilance, c'est que c'est finalement les postes pour lesquels la faisabilité des robots est la plus indiquée. Donc voilà, quelle porte d'entrée, quelle démarche. On parlait tout à l'heure d'acceptabilité, je pense qu'on y est en plein dedans. Où est-ce qu'on met les robots? Pourquoi et pourquoi faire? La dernière diapo, c'était plus une conclusion, mais ça reprend un petit peu ce que disait Sylvain Coulon tout à l'heure. Bon, pour moi, la cobotique, elle va se déployer parce qu'elle a des atouts sur les contraintes biomécaniques, sur les postes insalubres, horaires décalés. J'ai vu une entreprise qui fait travailler ses robots la nuit. Je trouvais ça plutôt pas mal. Monotonie des tâches. Il y a un chef d'entreprise qui m'a dit « Quand j'ai pas besoin d'un cerveau, je mets un robot ». C'est un slogan. Pourquoi pas. Pénibilité. Travail en temps masqué. Tout à l'heure, je parlais d'une application réussie. C'est une chaîne de production. L'opérateur était obligé de faire des contrôles qualité et la temporalité entre le contrôle qualité et la chaîne de production était différente et cognitivement parlant, c'était très problématique. Et du coup, là, il confie le contrôle qualité, enfin, il fait juste du prélèvement, il confie le contrôle qualité à un robot qui, lui, va gérer la temporalité propre au contrôle. Et donc, ça redonne un petit peu plus de souplesse au travail. Et pour moi, c'est tout à fait le type d'application où ça peut être réussi. Je pense à du polissage. Enfin, je pense qu'il y a plein d'applications sur lesquelles on peut trouver de la robotique collaborative. La programmation, elle devient plus accessible. Danger sur l'appropriation, moi, c'est un peu de danger. Restons vigilants sur l'appropriation. La partie estimation et réduction des risques, il faut aussi s'en emparer. Et du coup, le transfert de compétences transforme l'utilisateur en intégrateur. Donc, il faut aussi prendre en compte cette partie-là. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Alain Balsière. Alors, vous pouvez poser des questions. Alain Balsière, n'hésitez pas, dans le chat, toujours. Et puis, je me ferai un plaisir de les lui poser. Je vais me poser une question justement sur les TMS. Bien souvent, et c'est tout à fait louable, un industriel aura envie de se tourner vers la cobotique, justement pour réduire l'impact des TMS sur les ouvriers, les collaborateurs. Et alors jusqu'à quel point est-ce que le cobo est effectivement une réponse au TMS? Est-ce que le nom... Alors, ce matin, on se posait la question, est-ce que cobo, c'est vraiment le nom qui lui va le mieux? Est-ce que c'est vraiment de la robotique collaborative? Et ça a cheminé. J'ai refait le parallèle avec ce
ce qu'on voit en psychodynamique du travail, donc sur cette dimension-là, où on distingue la collaboration et la coopération. La collaboration, c'est le prescrit, c'est ce qu'on doit faire en théorie, et la coopération, c'est ce qu'on fait en réalité. Et c'est jamais la même chose. Voilà. Et dans toutes les situations de travail, on va trouver ça. Et Sylvia Coulon le disait un petit peu, hein, cette difficulté-là, il faut quand même aller la chercher. Et je pense que la vraie question, elle est tout à fait là. C'est-à-dire, pour réussir ma démarche, il faudra que le plus tôt possible, j'ai mis mes opérateurs, j'ai associé les opérateurs à cette démarche. Mais quand je dis les opérateurs, pour moi, c'est plus large. Hein. La première diapo, ce que j'essayais de montrer, c'est que, vous voyez, il y a des niveaux d'exigence qui ne cessent de s'accroître. Il y a des services spécifiques qui les portent de façon isolée. Et l'opérateur, lui, en situation de travail, il met tout ça en cohérence en permanence. Et parfois, il y a des injonctions qui ne sont pas compatibles entre elles. Hein. Lui, il va prendre une décision, il va arbitrer. Cognitivement, il va se passer des choses. Existentiellement, il va se passer des choses. Parce qu'il va faire plein d'arbitrages et il ne sera visible dans ces arbitrages que le jour où il se plante. Et on lui dira, mais on ne t'a jamais demandé de faire ça. Voilà, ça, c'est un grand classique. Et donc, voilà. Que vient perturber un petit peu le Kobo dans ce fonctionnement, dans cette prise de repère, hein, parce qu'au fil du temps, on va impacter une situation de travail, on va être obligé de reprendre de nouveaux repères, et donc il faut accompagner ces repères-là. Voilà. J'ai vu la semaine dernière une application avec des robots, alors c'est des AGV, hein, qui se passent du mieux du monde parce que les opérateurs ont été associés depuis le départ. Ah d'accord. Et ils ont le droit de se tromper. Par exemple, là, sur les écrans, ils ont souhaité avoir des informations, ils s'aperçoivent qu'il y en a trop, voilà. Donc on va revenir en arrière, c'est pas un souci. Mais par contre, ils sont ravis de vous expliquer ce qu'ils font. Ils sont ravis de travailler avec ça. Et pour eux, c'est une réussite. Et ils ont trouvé une organisation aussi qui permet de bien... de garder c'était très bien expliqué tout à l'heure, de garder la main là-dessus. Voilà. Le pouvoir d'agir sur sa situation de travail, c'est important. Et en TMS, pour moi, c'est essentiel. Alors, revenons justement sur les TMS. Quand même, on a envie de les réduire grâce à un Kobo. Oui. Mais vous m'aviez dit, est-ce qu'on y parvient toujours? Parce qu'il peut se produire qu'en réalité, on installe le Kobo et finalement, l'opérateur va quand même devoir s'adapter à ce qu'on fait faire au Kobo. Et alors finalement, ça peut également poser des problèmes de troubles musculo-squelettiques. Ça peut poser des problèmes de troubles musculo-squelettiques, d'autant que le Kobo peut, il est là pour enlever ces troubles, peut générer certains troubles aussi. Si l'intégration est ratée, oui, ouais, parce que le Kobo, lui, il va répéter à l'infini ce qu'on lui a appris à faire. Et il va être... Sans réfléchir à son intégration, si je peux dire, dans la chaîne. Il n'y a pas d'empathie, tout simplement. Alors qu'un opérateur, très spontanément, va accélérer, va modifier son geste, va s'adapter. Et donc, moi, c'est là où j'ai quand même des points de vigilance. Et là, je pense que l'ergonomie, en plus, peut être une vraie réponse dans l'analyse préalable et peut complètement appuyer le travail de l'intégrateur. De quelle manière l'ergonomie peut aider En analysant le contenu du travail, mais sur cette dimension aussi existentielle. Pourquoi aujourd'hui, cette journée-là s'est mal passée. Voilà. Donc, ça dépend de mes indicateurs. Quels indicateurs de pilotage j'ai mis en place dans ma structure? La plupart du temps, c'est le nombre de produits. Toutes les entreprises, hier je lisais, les services prévention font 42 000 interventions par an, je crois que c'est ça. Hein. Aujourd'hui, je suis avec vous, je suis bien, c'est plutôt convivial. Voilà, je suis très heureux d'être là. Demain, je vais aller faire une analyse d'accident mortel où c'est des choses qui me sont arrivées encore récemment, où c'est son propre frère qui a trouvé la victime, etc. C'est un comme indicateur, c'est le même. Hein. Sauf que moi, j'ai pas vécu la même chose et que le soir, l'effet boomerang, je veux dire, voilà, la charge émotionnelle, je suis capable de la mettre de côté dans la journée, mais le soir, elle revient. Bien sûr, ça revient. Et ça, un opérateur, un opérateur qui met des pots de confiture sur une machine, il y a tout ça, malgré tout. Parce qu'il va vous expliquer que sur ce marché-là, ce pot, il va passer, que là-dessus, celui-là, il ne va pas le voir, qu'elle essuie les pots, parce que sinon, la date, elle marque mal, ou elle s'efface par la suite, et que ça revient chez elle, et qu'on l'engueule. Enfin, voilà. Comme il dit, la non-qualité, c'est parce que tu as mal fait ton travail, alors que c'est écrit nulle part. Donc, toute la différence entre coopération et collaboration. Quoi. Voilà, là, il va falloir que je trouve des astuces pour que, finalement, à la sortie, le client soit satisfait. On vous demande, est-ce que vous avez des idées sur les raisons pour lesquelles on voit si peu de robots collaboratifs en entreprise actuellement? Vous avez commencé par ce constat-là. Oui, parce que pour l'instant, les entreprises s'interrogent. Moi, j'ai plusieurs demandes par semaine sur les exosquelettes, sur les robots collaboratifs. Par contre, le questionnement, je trouve qu'il est tiré par les mêmes arguments, c'est-à-dire garder mon agilité. Avoir quelque chose le plus adaptatif possible, garder mon agilité. Et dans l'immédiat, les applications que je vois, j'en vois quand même, les premiers essais, j'en ai vu qui prenaient la poussière. Hein. Le plus beau Kobo que j'ai vu jusqu'à présent, il colle une étiquette sur un carton toutes les minutes. Donc on peut quand même parler difficilement de quelque chose de fabuleux, quoi. Ça me paraît quand même relativement lent. Et en plus,
travail de réduction des risques et pas aller jusqu'au bout. Donc voilà. Non, je pense que... Vous dressez un tableau qui est un peu sombre, hein, c'est l'expression que j'utiliserais, en tout cas mitigé, mais on va avoir des exemples de réussite aussi. Hein, il y en a. Je vous disais que la semaine dernière, j'ai vu un exemple parfaitement réussi. Vous savez, c'est-à-dire qu'il colle 2 étiquettes à la minute. non, mais c'était un peu par provocation. Mais bon. En fait, là, on est sur des entreprises qui jouent la carte industrie du futur. Donc, c'est l'effet vitrine. Voilà, j'ai un Kobo chez moi. Donc, du coup, j'achète un Kobo et après, je réfléchis à ce que je peux lui faire faire. Et donc, des fois, on trouve des applications qui peuvent faire sourire. Après, on a des intégrations où l'intégrateur a fait son boulot, a dit, ben voilà, les limites d'exploitation de ce que je vous fais, c'est ça. Mais côté utilisateur, on n'entend pas forcément. Et du coup, après, on est déçu parce que, ah oui, mais il faut que mes produits aient telle forme et qu'ils rentrent de cette façon-là, etc. Ben oui, le robot, il va pas prendre d'initiative. Donc, il va répondre à des éléments qu'on lui a enseignés auparavant. Donc, voilà, là, il peut y avoir des incompréhensions entre intégrateur et utilisateur. Merci infiniment, Monsieur Bassière.